un étudiant de l'école publique dans le quartier de Rosemont à Montréal qui avait déjà commencé à se faire la main à quelques manifestations étudiantes dans l'après-Expo 67 avec l'Année internationale de la jeunesse. J'avais commencé à prendre l'habitude déjà de me faire mettre dehors de l'école, mais d'avoir le très grand appui de ma mère pour être réintégré à l'école puis recommencer mes frasques. Nous avions formé l'Association nationale des étudiants du Québec, l'acronyme l'ANEC. Et au cégep de Rosemont, disons que j'étudiais en géographie officiellement à l'époque et en urbanisme, mais je crois qu'on m'a décerné un DEC, un diplôme d'études collégiales en grève. Et il fallait que je paie mes prêts étudiants à un moment donné, des choses qui ne changent pas avec ce qui s'est passé au printemps étudiant de l'année dernière. Je me suis retrouvé à Québec en philosophie. C'était bien beau, la philo, mais il fallait que je paie ça à un moment donné, me faire une tête à essayer de penser par moi-même. Et j'ai trouvé un emploi à l'hôpital Rivière-des-Prairies, notre section locale 313 du Syndicat canadien de la fonction publique. Et j'ai trouvé un emploi là, un emploi d'été qui est devenu, pour commencer à payer mes prêts bourses, qui est devenu mon emploi à vie en tant qu'éducateur à l'hôpital Rivière-des-Prairies. Par une conjonction d'événements, une série de bonnes têtes avec de bonnes têtes de cochons qui voulaient changer les choses dans la société pour le bien public, pas juste pour leur profit personnel. On s'est retrouvés des dizaines et des dizaines de personnes à travailler là. C'était quelque chose dans une assemblée, lorsqu'il fallait que quelqu'un parle, tout le monde voulait parler. Alors que j'étais embauché à l'hôpital Rivière-des-Prairies, le président du syndicat local, dans notre section locale, était Gilles Mathieu. Ils avaient obtenu, au nom de nos membres, un règlement de grief qui, littéralement, nous a amenés dans la classe moyenne, en faisant reconnaître le travail réel que nous accomplissions à tous les jours, nous a fait reclassifier de préposé aux bénéficiaires à éducateurs, et cela rétroactivement, pendant à peu près 4 années. Ça a permis à des gens de pouvoir accéder à la propriété, de pouvoir obtenir, par le règlement de ce grief-là, obtenir une hypothèque, par exemple. Et j'en connais, je vous dirais les noms, ça serait de peu d'utilité pour vous, mais à l'hôpital, on savait là, que ça changeait nos vies. Un règlement de grief de cette nature-là. En arrivant à l'hôpital Rivière-des-Prairies, quelques semaines après mon arrivée, j'ai vu le résultat de ce grief-là. C'était la fête, là. Malheureusement, les mois qui ont suivi, les années qui ont suivi, ça a lancé une douche froide sur notre fête qui était de courte durée parce que le PQ, qui était le parti au pouvoir, se dirigeait vers son deuxième mandat, qui est un mandat beaucoup plus acerbe pour le PQ, qui a pris des décisions qui ne nous étaient pas du tout sympathiques. Au début des années 80, la santé et sécurité du travail est un créneau où les syndicats, on se lance encore avec plus de vigueur. J'arrive au travail quelques mois après l'adoption de la loi Santé et sécurité du travail. Nous n'avons pas de comité de santé et sécurité paritaire. Ils ne nous reconnaissent pas, nous, notre travail syndical en santé et sécurité. C'est de nous qu'il s'agit quand on parle de santé et sécurité du travail. C'est la nôtre dont on parle. Nous travaillons dans le secteur de la santé des autres, mais on peut-tu le faire nous-mêmes en préservant notre santé et notre sécurité? En santé mentale, en psychiatrie, il y a de la violence. Elle n'est pas toujours volontaire de la part de nos bénéficiaires, mais un coup de poing qui nous soit décoché volontairement ou pas, ça reste un coup de poing. Et alors, on se gratte la tête, puis on travaille ça fort. Comment peut-on exercer un droit de refus? Est-il possible d'exercer un droit de refus? C'est pas des machines avec lesquelles nous travaillons, là. Dans le secteur privé, si une machine est dangereuse pour les travailleurs et les travailleuses, on la ferme, on met un seau, elle est fermée. Là, c'est pas si simple que ça. Les personnes continuent à respirer, il faut que quelqu'un s'en occupe. On s'est aperçu qu'on pouvait, pendant l'exercice d'un droit de refus, j'étais le premier à exercer un droit de refus qui était individuel. On peut assigner un employeur à faire le travail en attendant. D'ailleurs, ils nous disent toujours « je suis pas dangereux ». Bon, à plus forte raison, allez le faire, le travail en attendant qu'un inspecteur de la CSST vienne nous dire si c'est dangereux ou pas et d'inciter à des moyens correctifs si la situation doit être changée. Alors, on a beaucoup travaillé la santé et la sécurité du travail. Et ça touchait directement tous nos membres. Nous étions plus de 900 membres à l'époque à ma section locale, mais 1500 travailleurs et travailleuses quand on regarde les autres membres d'autres syndicats. Et on travaillait ensemble. Et le SFP avait pris le leadership de ça. Les femmes, notamment, qui étaient des jeunes femmes, démographiquement parlant, au tournant des années 80, c'était plein de jeunes, le baby-boom d'aujourd'hui qui part à la retraite. Et les infirmières voulaient pouvoir vivre une grossesse en toute sécurité et faire en sorte qu'elles aient un enfant après 9 mois.
Alors, en se parlant, on a découvert, par exemple, que 90 des femmes dans mon milieu de travail ne menaient pas à terme leur maternité. Il y avait des avortements spontanés dus à toutes sortes de raisons. Alors, on n'était pas des docteurs, mais on s'est roulé les manches, puis on a commencé à travailler fort ensemble pour en trouver les raisons, puis on s'est rendu compte que c'était le travail. Donc, on a travaillé beaucoup la santé et la sécurité du travail. Et ça m'a mené à aller et à travailler au-delà de ma section locale, au CPRS, le Conseil provincial des affaires sociales, qui est l'un des secteurs du SFP. Il y a eu un débat qui a traversé le SFP pendant, je dirais pas une décennie, mais une génération, celle de la place de la présidence et des élus dans leur organisation qu'est le SFP. Puis c'était symbolisé par la présidence à temps plein ou non. À l'époque, je vous ai dit, le SFP a connu une croissance fulgurante. Il y avait une instabilité chez les élus, puisque souvent, on ne faisait que passer à notre section locale, dans notre département, à notre section locale, dans notre exécutif, à la présidence, dans notre secteur, on devenait conseiller et conseillère. De sorte que les conseillers et les conseillères ont joué aussi un gros rôle politique, puisque c'était souvent des élus, des politiciens et des politiciennes, je dirais fraîchement émoulus de leur milieu de travail, qui avaient encore beaucoup de politique en eux. Là. Comme on dirait d'un joueur de hockey, quand il prend sa retraite, j'ai encore du hockey en moi. Beaucoup avaient encore beaucoup de politique en eux et elles. C'était pas fini, ça. Et ils suppléaient à ce roulement qu'il y avait du côté des élus. Le SFP Québec, en 87-88, organise, à ma connaissance, la première réunion de tout le SFP Québec pour parler d'une seule et même question qui touche tous et toutes, la privatisation et la sous-traitance. On a donc un colloque en 87 sur la privatisation sous-traitance qui nous convie tout le monde. Et c'est là qu'on commence à découvrir qu'on a des préoccupations qui traversent nos secteurs. On a un colloque massif, participation massive. On crée à sa suite un département, pour faute de mieux, là, pour parler dans le langage de tous les jours, sur la privatisation sous-traitance, avec des services de privatisation sous-traitance, des conseillers et des conseillères. On se parle, tout le monde, et on en prend l'habitude. Alors, ce colloque-là, pour moi, marque vraiment un début, un changement sismique où nos secteurs se mettent en branle ensemble. Pour moi, le syndicalisme, c'est pas juste un rêve, c'est pas juste un idéal, c'est pas du pelletage de nuages, c'est réel dans l'obtention de meilleures conditions de travail. Reconnaissant de notre dignité par la reconnaissance du travail qu'on fait, sa réalité, sa qualité. C'est pas juste une question quantitative. Les unions que ça donne, là, quand Yvon Deschamps nous disait ça, puis que moi que j'avais 12, 13, 14, 15 ans, et comme d'autres, les unions que ça donne, là, ça donne tellement de choses aujourd'hui, c'est tellement nécessaire. J'en prends pour exemple aujourd'hui même. Je m'en venais ici aujourd'hui et je m'arrête à la station-service pour faire le plein d'essence, aller à la pompe, on va à la caisse. Et il y a une jeune là, qui n'a pas 20 ans qui souffle le martyr. C'est anecdotique, mais pourquoi pas terminer avec une anecdote du jour? Elle a pas 20 ans. Elle a les mâchoires là, vertes et bleues. Tape sur le comptoir de douleur. Je lui demande ce qui se passe, puis elle me dit qu'elle souffre, qu'elle s'est fait extraire les 4 molaires. Elle avait des médicaments contre la douleur, mais elle les a pas pris parce qu'elle s'est fait appeler, elle se rappelle. Quand elle a dit qu'elle ne pouvait pas rentrer au travail, son gérant dit « c'est pas une option, tu rentres, j'ai besoin de toi ». Puis il avait déjà expliqué qu'elle allait chez le dentiste, qu'elle avait été chez le dentiste, elle a vu l'extraction de 4 molaires. C'était éminemment souffrant. Puis il a dit « non, puis prends pas tes antidouleurs parce que je veux que tu aies toute la tête, l'esprit, que tu ne fasses pas d'erreur à la caisse ». C'est éminemment anecdotique. Nous sommes aujourd'hui, début octobre 2012, lorsque je vous dis ça. Il fait beau. Puis une petite jeune qui n'a pas 20 ans, qui va au cégep encore, puis là, dans ses jours de congé ou elle n'a pas de cours disponible pour travailler, qui se fait appeler, puis qui tape de douleur sur le comptoir. Ça m'écoeure de dire ça, hein? Les atteintes à la santé, à la dignité, les besoins syndicaux varient, mais sont foncièrement les mêmes. Dans ce cas-là, cette jeune-là aurait bien besoin de l'appui d'un syndicat pour ne pas avoir à faire face à une situation du genre seule, non syndiquée. Si elle était syndiquée, elle aurait pu prendre ses pilules, dormir cette journée-là, parce que c'est somnolent. Je ne l'aurais pas rencontrée. Je vous aurais parlé peut-être autrement pour finir notre entrevue, mais c'est ce que je viens de voir aujourd'hui, moi qui est récemment à la retraite, comment les syndicats sont nécessaires pour ceux qui sont actifs sur le marché du travail.